Si vous vous rappelez, le processeur possède certains parties matérielles qui permettent d'effectuer les tâches de façon très efficace. En particulier, on a vu, surtout au début de la session, donc les mécanismes reliés au niveau de privilège. Donc, si vous vous rappelez, le processeur d'Intel possède différents, il appelait ça des rings. Et le ring 0 donc, était l'anneau qui possède le plus haut niveau de privilège. Donc, on pouvait faire n'importe quelle instruction assembleur à ce niveau-là. Alors que pour les processeurs, pour les processus en mode utilisateur, donc on utilisait le ring 3. Donc, ring 3 utilisateur, c'est interchangeable comme nom. Aussi, on a vu dans la partie gestion de mémoire comment le Memory Management Unit nous permet de faire rapidement la traduction entre une adresse virtuelle vers une adresse physique. Alors, ce qu'on va voir dans les quelques prochaines étapes, c'est comment est-ce qu'on peut réutiliser ces différentes composantes physiques-là pour pouvoir accélérer la virtualisation des systèmes d'exploitation. Les instructions privilégiées sont des instructions qui vont provoquer des déroutements lorsqu'ils sont exécutés en mode utilisateur, donc le ring 0 que j'indique ici par le chiffre 3. Donc un déroutement, interruption vers une fonction du noyau pour, dans le fond, que le système d'exploitation puisse prendre une action quelconque face à un processus qui utilise ces instructions qui ne sont pas permises en mode utilisateur. Quel genre d'instructions on met en mode, donc plutôt, quelles instructions on a qui sont dites privilégiées? Ce sont des instructions qui sont avant tout majeures au niveau des changements de configuration du système, par exemple, ou des impacts graves. Là. On voit ici l'instruction arrêter le processeur HLT qui va nécessairement beaucoup ralentir la machine. Aussi, des instructions ici qui viennent modifier les segments mémoire et les segments mémoire contiennent l'information qui définit le niveau de privilège à laquelle un code peut être exécuté. Permettre de modifier des segments mémoire permettrait conséquemment à une personne de venir placer du code dans le fond en mode noyau. Des instructions aussi reliées au cache. Invalider les caches, invalider ici la TLB. Le fait de pouvoir permettre d'invalider des caches permettrait à un processus de ralentir dans le fond d'autres processus constamment en invalidant les caches. Donc, en cas là, on ne veut pas permettre à n'importe qui de pouvoir les utiliser. Bien entendu, toute instruction reliée au périphérique comme in et out. On se rappelle la semaine passée, on a vu que in et out permettent d'écrire directement dans les ports de périphériques, donc reconfigurer des différents périphériques, ce qui évidemment n'est pas une bonne chose à faire en mode utilisateur. Les tables d'instruction aussi ne sont pas permises d'être modifiées par les utilisateurs. Si je peux modifier les tables d'interruption, je peux donc encore là venir modifier de façon drastique le comportement du système et aussi je vais pouvoir permettre de mettre de mon propre code, si vous voulez, à la place du code du noyau en mode interruption, en mode donc noyau. C'est pas vraiment une bonne idée. Finalement, bon, tout ce qui est relié au niveau de privilège ici, donc ce qui permet de modifier, par exemple, Load Machine Status Word, qui permettrait de modifier le mode, le niveau, donc le ring à laquelle le processeur se situe au niveau de ses privilèges. Donc, je le répète, les instructions privilégiées ne peuvent être exécutées qu'en mode noyau, et si elles sont exécutées en mode utilisateur, elles vont provoquer un déroutement. Quels sont les critères pour être capable de faire de la virtualisation de manière idéale? Donc, essentiellement, ce qu'on veut, c'est être capable de faire tourner le système d'exploitation en mode utilisateur. Alors, là, sans modification. Et ça, donc, ça veut dire que ça va inclure toutes les instructions privilégiées qui sont dans le code binaire du système d'exploitation. Il y en a plusieurs. Dans le mode noyau, il va y avoir régulièrement des appels vers des instructions privilégiées pour pouvoir modifier, par exemple, les configurations du matériel. Les instructions privilégiées devront être exécutées par l'hyperviseur seulement. L'hyperviseur, d'une certaine façon, maintenant remplace notre superviseur, puisque maintenant nos superviseurs, donc les systèmes d'exploitation, deviennent comme, en quelque sorte, un peu des processus de l'hyperviseur. Pour être capable d'effectuer cela, il va donc falloir respecter certains critères
On introduit ici une deuxième définition. Cette définition, c'est sur les instructions sensibles. Alors, une instruction sensible, ça peut être une instruction qui va venir changer la configuration des ressources du système. Par exemple, dans le processeur Intel, il existe des registres CR0 à CR4 et ces registres-là viennent configurer notre système. On voit ici, par exemple, pour le registre CR0, le bit 31 permet d'activer la pagination. Alors si on pourrait donc, si on peut modifier CR0, on peut venir donc modifier, à savoir si la pagination est active ou non. On voit aussi le bit 0 ici qui permet d'activer ou de désactiver le mode protégé. Pouvoir désactiver le mode protégé permettrait à un processus d'être capable de s'exécuter, dans le fond, avec tous les niveaux de privilège. Autre exemple de processus de registre qui vient modifier la configuration, le registre CR3 qu'on a vu lorsqu'on a vu la mémoire virtuelle. Le registre CR3 pointe vers la table des pages. On ne veut donc pas permettre à n'importe qui de modifier ce registre-là, sinon un utilisateur pourrait venir modifier la table des pages et par conséquent accéder à n'importe quelle page physique du système, donc à des pages physiques du noyau par exemple. Deuxième partie de cette définition-là, c'est des instructions qui sont influencées par la configuration de l'état du système. L'exemple le plus facile à comprendre à ce niveau-là, c'est une instruction, par exemple, qui irait lire le niveau de privilège actuel du processeur. Ça peut paraître un peu étrange comme définition, mais rappelez-vous, il faut que le système d'exploitation ne sache pas qu'il a été usurpé de sa place de roi et maître, de dictateur. Alors imaginez que le système d'exploitation déciderait d'aller lire un bit qui est affecté par le niveau de privilège du système et il se rendrait compte qu'il n'est plus en mode 0, donc en mode noyau. Alors il pourrait dire qu'il y a un problème ici. Alors c'est la deuxième raison ou plutôt la deuxième partie de la définition d'instruction sensible. Je répète, donc première définition, ce sont des instructions qui modifient la configuration du système, ou deuxième, les instructions qui sont influencées par la configuration du système. Quel est donc le critère pour permettre la virtualisation idéale? Ce qu'il faut essentiellement, c'est qu'il faut que toutes les instructions sensibles, il faut qu'elles soient privilégiées. Ça veut donc dire que toute instruction qui est importante au niveau du matériel, au niveau de la configuration, doit nécessairement déclencher une interruption, un déroutement, lorsqu'elles sont exécutées en mode utilisateur. Alors, ce qui va se passer, notre système d'exploitation, lui, rappelez-vous, on ne l'a pas modifié. Le code binaire, il est pareil. Et là, on l'a simplement poussé, si vous voulez, en user space. Donc, il est en quelque sorte un peu comme un processus de l'hyperviseur. Et à chaque fois que notre système d'exploitation, même s'il se pense en mode noyau, et à chaque fois qu'il va faire, donc dans ce faux mode noyau-là, puisqu'il n'est plus en mode noyau, lorsqu'il va faire une instruction qui touche à la configuration du système, eh bien, cela va provoquer un déroutement vers l'hyperviseur. À ce moment-là, l'hyperviseur va pouvoir prendre une décision, savoir que doit-on faire réellement avec le matériel. Par exemple, est-ce qu'on doit simuler une carte graphique, simuler un disque dur, ou modifier par exemple la table des pages, et ainsi de suite. Donc l'hyperviseur va venir s'occuper de la gestion du matériel à la place du superviseur, qui, je le répète, est devenu en quelque sorte un peu comme un processus pour, dans le fond, pour l'hyperviseur. Cette approche-là, elle est très efficace. Il n'y a pas beaucoup de ralentissement. Premièrement, on sait que tous les processus ne contiennent pas d'instructions sensibles. Aucune instruction sensible. Ça veut dire que les processus vont s'exécuter nativement dans le système, comme on dit dans le jargon, directement sur le cuivre. Donc, ça va être extrêmement rapide. Et en général, dans nos systèmes ordinés, on va passer, je ne sais pas, 80-90% du temps en user space. Donc, ce 80-90% de temps-là n'est pas affecté. Maintenant, lorsque le système d'exploitation voudrait tomber en mode noyau, il exécute son propre code. Quand vous regardez du code noyau,
dans le fond, le code noyau n'utilise pas nécessairement beaucoup d'instructions sensibles. Il va surtout travailler des structures de données qui sont camouflées des processus via, dans le fond, les structures sont dans le kernel space, mais peut-être juste 0.01%, 0.1% des instructions assemblaires du noyau touchent, dans le fond, sont des instructions sensibles. Donc, très peu de ralentissement, encore là, à ce niveau-là. Et là, c'est important de le voir, c'est parce que, dans le fond, c'est le matériel, c'est le processeur qui va, à chaque fois qu'une instruction sensible est utilisée, donc une instruction comme on dit ici, elles sont toutes privilégiées, donc il va y avoir nécessairement un déroutement vers l'hyperviseur. On va voir ici un exemple très simple. Imaginez que vous avez une carte graphique et que l'on voudrait modifier la résolution. Comme il faut travailler dans les registres de la carte elle-même, il va donc falloir que le système d'exploitation emploie des instructions sensibles puisqu'il modifie la configuration du système. Et ici, on va être un cas où on a un cas idéal, donc toutes les instructions sensibles sont privilégiées. Dans une situation normale, sans hyperviseur, le système d'exploitation ici, donc, dans la routine qui vient modifier la carte graphique, tourne en mode noyau. Disons que la carte graphique peut être modifiée à l'aide de l'instruction out, qui vient, dans le fond, parler à un port périphérique qui est celui qui est indiqué ici. Envoyer un message, donc, qui va venir affecter les registres sur la carte graphique. La carte graphique, après avoir modifié la résolution, par exemple, va, dans le fond, réémettre un message vers le système d'exploitation pour dire que tout est correct. Si on regarde maintenant le cas avec l'hyperviseur, le système d'exploitation maintenant est en mode utilisateur, donc c'est la raison pour laquelle j'ai placé le code ici en vert, pour mettre plus en évidence que le code ne tourne plus en niveau noyau. La même instruction binaire est utilisée, donc out 0x04f4, mais cette fois-ci, puisque le système d'exploitation n'est pas en mode noyau, qu'est-ce qui va se produire? Il va y avoir déroutement vers l'hyperviseur. Ce déroutement, c'est le General Protection Fault, car nous avons tenté d'exécuter une instruction privilégiée, l'instruction out, en mode utilisateur. L'hyperviseur, dans le fond, va donc prendre la relève, et il va, dans le fond, ici, ce qu'il va faire, il va émuler une carte graphique. Et après ça, lorsqu'il va terminer l'émulation de la carte graphique, il va faire l'instruction iret qui va, dans le fond, retourner le système en mode utilisateur avec un message encore là de OK pour dire que tout se passe bien. Donc, en bout de ligne, d'un point de vue du système d'exploitation, que je sois ici en mode utilisateur avec un hyperviseur ou que je sois ici en mode noyau sans hyperviseur, le résultat de l'action out 0x04f4 est toujours un OK. Donc, du point de vue du système d'exploitation, c'est business as usual. Il n'y a rien de différent qui s'est produit. Donc, si on remplit ce critère-là, donc toutes les instructions sensibles, et je répète, une instruction sensible, c'est une instruction qui modifie la configuration du système, ou qui est affecté par la configuration du système. Alors, si toutes les instructions, le critère que toutes les instructions sensibles sont privilégiées, eh bien, je peux faire de la virtualisation relativement facilement. Si le critère que toutes les instructions sensibles sont privilégiées, alors on peut avoir un hyperviseur de type 1. Essentiellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer le système d'exploitation en mode utilisateur. Donc, vous l'avez ici. Bien entendu, les processus qui appartiennent à ce système d'exploitation-là sont toujours en mode utilisateur. Et ça nous donne donc une machine virtuelle ici. J'ai mon hyperviseur de type 1 qui est en mode noyau. Et à chaque fois que mon système d'exploitation va faire, ou va plutôt tenter de faire appel à une instruction sensible, je vais nécessairement avoir un déroutement vers l'hyperviseur de type 1, et l'hyperviseur de type 1 va donc pouvoir, par exemple, émuler un périphérique, mais surtout va s'occuper donc de faire la gestion du matériel. Ce mode d'hyperviseur va donc nous permettre de pouvoir faire exécuter plusieurs systèmes d'exploitation en parallèle, si vous voulez, sur un serveur.
Des exemples de logiciels, par exemple, c'est VMware vSphere. Donc, ce n'est pas l'hyperviseur que vous avez, ce n'est pas la machine virtuelle que vous avez dans le cours. C'est de type 2 qu'on va voir un peu plus tard. Et vous avez ici donc VMware ESXi qui tourne sur la machine et le vSphere qui tourne sur une machine à distance. Et l'idée ici, c'est que avec un client, je peux venir modifier les paramètres de mon hyperviseur sur la machine à distance. Donc, par exemple, repartir un nouveau système d'exploitation, en arrêter un pour le déplacer sur une autre machine, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire de cette manière-là. Donc, avec cette approche-là, client-serveur, le serveur étant l'hyperviseur ici, et un client ici qui peut tourner sur à peu près n'importe quelle architecture. Si on regarde maintenant le cas avec l'hyperviseur, le système d'exploitation maintenant est en mode utilisateur, donc c'est la raison pour laquelle j'ai placé le code ici en vert, pour mettre plus en évidence que le code ne tourne plus en niveau noyau. La même instruction binaire est utilisée, donc out0x04f4, mais cette fois-ci, puisque le système d'exploitation n'est pas en mode noyau, qu'est-ce qui va se produire? Il va y avoir déroutement vers l'hyperviseur. Ce déroutement, c'est le General Protection Fault, car nous avons tenté d'exécuter une instruction privilégiée, l'instruction out, en mode utilisateur. L'hyperviseur, dans le fond, va donc prendre la relève, et il va, dans le fond, ici, ce qu'il va faire, il va émuler une carte graphique. Et après ça, lorsqu'il va terminer l'émulation de la carte graphique, il va faire l'instruction iret qui va, dans le fond, retourner le système en mode utilisateur avec un message encore là de OK pour dire que tout se passe bien. Donc, en bout de ligne, d'un point de vue du système d'exploitation, que je sois ici en mode utilisateur avec un hyperviseur ou que je sois ici en mode noyau sans hyperviseur, le résultat de l'action out0x04f4 est toujours un OK. Donc, du point de vue du système d'exploitation, c'est business as usual. Il n'y a rien de différent qui s'est produit. Donc, si on remplit ce critère-là, donc toutes les instructions sensibles, et je répète, une instruction sensible, c'est une instruction qui modifie la configuration du système ou qui est affecté par la configuration du système. Alors, si toutes les instructions, le critère que toutes les instructions sensibles sont privilégiées, eh bien, je peux faire de la virtualisation relativement facilement. Si le critère que toutes les instructions sensibles sont privilégiées, alors on peut avoir un hyperviseur de type 1. Essentiellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer le système d'exploitation en mode utilisateur. Donc, vous l'avez ici. Bien entendu, les processus qui appartiennent à ce système d'exploitation-là sont toujours en mode utilisateur. Et ça nous donne donc une machine virtuelle ici. J'ai mon hyperviseur de type 1 qui est en mode noyau. Et à chaque fois que mon système d'exploitation va faire, ou va plutôt tenter de faire appel à une instruction sensible, je vais nécessairement avoir un déroutement vers l'hyperviseur de type 1, et l'hyperviseur de type 1 va donc pouvoir, par exemple, émuler un périphérique, mais surtout va s'occuper donc de faire la gestion du matériel. Ce mode d'hyperviseur va donc nous permettre de pouvoir faire exécuter plusieurs systèmes d'exploitation en parallèle, si vous voulez, sur un serveur. Des exemples de logiciels, par exemple, c'est VMware vSphere. Donc, ce n'est pas l'hyperviseur que vous avez, ce n'est pas la machine virtuelle que vous avez dans le cours. C'est de type 2 qu'on va voir un peu plus tard. Et vous avez ici donc VMware ESXi qui tourne sur la machine et le vSphere qui tourne sur une machine à distance. Et l'idée ici, c'est que avec un client, je peux venir modifier les paramètres de mon hyperviseur sur la machine à distance. Donc, par exemple, repartir un nouveau système d'exploitation, en arrêter un pour le déplacer sur une autre machine, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire de cette manière-là. Donc, avec cette approche-là, client-serveur, le serveur étant l'hyperviseur ici, et un client ici qui peut tourner sur à peu près n'importe quelle architecture. Dans le cas où ce n'est pas toutes les instructions sensibles qui sont privilégiées,
on va avoir affaire à ce qu'on appelle un hyperviseur de type 2. Par exemple, l'Intel x86, donc les générations allaient peut-être jusqu'en 2005, il y avait certaines instructions qui étaient, bien qu'elles étaient sensibles, elles n'étaient pas privilégiées. Un exemple est l'instruction, on pouvait lire le niveau de privilège actuel via le registre CS, ce qui fait que un système d'exploitation qui normalement aurait dû être en mode noyau pourrait détecter qu'il n'est pas en mode noyau. Autre exemple, l'instruction POP-F, que je ne me parle pas plus, mais c'est une autre instruction qui elle est sensible et elle n'était pas privilégiée. À cause de ça, donc, c'était pas possible de faire de l'hyperviseur de type 1 avec ces processeurs-là. Par conséquent, il va falloir faire une approche qui est différente. Ce qu'on va faire, c'est on va analyser le code machine, donc le code compilé, avant de l'exécuter. Que va-t-on chercher à faire? C'est dans le fond, on va chercher les instructions qui sont sensibles. On va faire de ce qu'on appelle du Dynamic Binary Translation. Toutes les instructions qui sont non sensibles, par exemple move pour déplacer des trucs en mémoire, on va les laisser telles quelles. Par contre, on va partir à la chasse aux instructions sensibles, car c'est elles qui sont problématiques en ce moment. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer ces instructions sensibles-là par des appels de procédure vers l'hyperviseur. En quelque sorte, on va faire le travail de déroutement à l'avance. On va donc inspecter le code pour trouver les endroits où il aurait dû avoir un déroutement, à cause que l'instruction elle est sensible. Et on va simplement, comme je le dis, remplacer ça par un appel vers l'hyperviseur. Donc encore là, c'est l'hyperviseur qui s'occupe de gérer le matériel. Si on regarde maintenant notre exemple de la carte graphique qu'on cherche à modifier, par exemple la résolution, donc la situation normale qui est la même que précédemment, je fais l'instruction ARD qui est sensible et privilégiée dans ce cas-ci aussi. Donc ici, je fais un appel vers la carte graphique, modification, réponse de la carte graphique qui me dit que la modification est acceptée. Avec l'hyperviseur de type 2, donc à l'origine, mon code compilé de mon noyau avait l'instruction out ici. Et ce qu'on va venir faire, dans le fond, c'est lors du chargement du code binaire, on va venir trouver cette instruction-là et la remplacer par un appel vers l'émulateur qui est situé dans l'hyperviseur. Donc, par exemple, ici, j'ai pris le nom setGraphCards, c'est un nom que j'ai inventé ici, donc ne le cherchez pas sur Google. Et c'est encore là, on va venir simuler cette carte graphique-là dans l'hyperviseur. Et à la fin, lorsque l'hyperviseur a fini de simuler la carte graphique, va donc réagir de la même façon que si ça avait été une vraie carte graphique. Pour résumer, donc, l'hypervision de type 2 se produit lorsqu'on ne respecte pas le critère que toutes les instructions sensibles sont privilégiées. Ça va donc nécessiter une analyse du code lors du chargement, ce qui est un peu long lors du chargement. Ceci étant dit, lorsque la traduction binaire, la translation binaire a été faite, on n'a pas besoin de la refaire, elle a été faite lors du chargement. C'est ce que vous avez avec VMware Workstation. Quand vous avez téléchargé votre machine virtuelle et vous avez installé le logiciel de VMware, c'est ce que vous faites en ce moment, c'est de l'hyperviseur de type 2. Donc vous avez votre système hôte ici, donc le système d'exploitation hôte qui, par exemple, dans mon cas, c'est Windows. Et bon, certains logiciels de contrôle. Et en bout de ligne, vous avez un système d'exploitation invité qui pourrait être, par exemple, dans notre cas, c'était Kubuntu qui était installé. Mais vous pourriez en avoir d'autres qui pourraient tourner aussi en parallèle. Et vous avez donc l'émulateur ici qui vient simuler plusieurs choses. Par exemple, la mémoire virtuelle, les disques SCSI, les cartes graphiques, les cartes réseau et compagnie. Donc, pour permettre à un système d'exploitation invité d'être capable, par exemple, d'accéder au vrai disque dur. On va donc émuler une partition, si vous voulez, dans l'émulateur, et ainsi de suite. Même chose pour la carte graphique.